Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Alors petit vidéo express parce qu'effectivement aujourd'hui c'est un bain de sang sur les marchés boursiers. On regarde ça ensemble, les marchés sont sur le point de fermer dans quelques minutes. Alors le S&P 500 qui est en baisse de 4,8%, Dow Jones de 3,9%, pratiquement 4%, le Nasdaq de 5,9%. Évidemment les grandes entreprises américaines, Magnificent Seven, ont été touchées fortement aujourd'hui en bourse. Le Russell, donc les petites entreprises américaines, 6,3%, le TSX de 3,7% et même les bourses internationales du côté de l'Europe sont en chute de façon très prononcée. Bien sûr, plusieurs entreprises sont touchées plus que d'autres. Si on regarde par exemple du côté de Nike en baisse de 14,5% aujourd'hui, regardez si on prend la peine de regarder un graphique un peu plus prolongé dans le temps, vous voyez la chute qu'a subie l'entreprise aujourd'hui. Ce n'est pas surprenant. Le modèle d'affaires de Nike, c'est quoi? C'est de produire des chaussures au Vietnam et de les exporter vers les marchés mondiaux, notamment les États-Unis. Et le Vietnam s'est fait imposer un tarif de 46%. Donc, les Américains vont d'une part payer leurs souliers plus cher et d'une autre, il est fort peu probable qu'une entreprise comme Nike déplace sa production vers les États-Unis parce que ça coûterait encore plus cher que de les produire au Vietnam et de payer le tarif de 46%. Donc, toute cette logique tarifaire de Donald Trump, vous me connaissez en désaccord, en très fort désaccord avec tout cela. Ça démontre que cette logique ne fonctionne pas nécessairement. D'ailleurs, regardez certains pays, là, donc ça c'est vraiment impressionnant. Par exemple, du côté de la Chine, qui était déjà touché par un tarif de 20%. Et là, hier, Donald Trump a appliqué un tarif réciproque là, de 34%. Donc, les tarifs en Chine aujourd'hui, 54%. Et il y avait déjà un 25% qui s'appliquait sur certains types de biens importés aux États-Unis de la Chine. Donc, pour certains types de biens, on est à 79% de tarifs du côté des biens chinois. Alors là, ça affecte des entreprises, bien sûr, comme par exemple Amazon. Donc, Amazon qui est en baisse de près de 10%. En fait, les marchés viennent tout juste de terminer. Donc, Amazon qui a fini la journée à 9%. Et là, vous les voyez, les Magnificent Seven. Donc, vous avez Meta qui est en baisse de 9%. Vous avez Google qui est en baisse de 3-4%. Microsoft en baisse de 2,36%. Donc, on s'en sort un peu mieux. C'est sûr que pour des entreprises comme Facebook, comme Google, qui importent peut-être un peu moins de matériel de la Chine, mais bon, sont quand même affectés dans la mesure où ils doivent se bâtir des zones de serveurs pour héberger leurs données, pour offrir des produits comme Google Cloud, etc. Donc, bien sûr, ils vont être tarifés là-dessus. Mais il y a cette peur des investisseurs de voir les marchés touchés par les tarifs réciproques de Donald Trump, comme par exemple l'Europe, augmenter les taxes sur les entreprises, donc les impôts sur les revenus, sur les profits des entreprises comme Google, Meta, etc. Donc, il y a cette peur-là qui fait que, malgré le fait que ce ne sont pas des grands importateurs de produits, ils sont touchés quand même par ces mesures de tarifs de Donald Trump. Et vous voyez bien sûr Apple, donc Apple qui est en baisse de 9% aujourd'hui, et on comprend pourquoi, c'est un peu la même logique que Nike. Apple produit des téléphones en Chine, à Taïwan, au Vietnam, peu importe, où les pièces viennent de l'Asie de l'Est essentiellement, et importe ces téléphones aux États-Unis. Donc, le téléphone coûte peut-être 100, 200, 300 $ à produire en Asie de l'Est. Il est revendu 1000, 1300 $. Les tarifs, par exemple, les tarifs chinois, là, autour de cinquantaine de pourcents. Est-ce que Apple va augmenter le prix de son iPhone de 50%? Probablement pas, parce qu'elle ne sera pas en mesure de le vendre. Est-ce que Apple va déplacer ses usines d'iPhone aux États-Unis? Peut-être, mais fort peu probable, parce qu'il y a toujours cette volonté ou cette possibilité d'entrevoir un changement d'administration qui pourrait retirer toutes ces mesures tarifaires dans plus ou moins 4 ans. Donc, Apple risque de voir ses marges de profit baisser, donc prendre le choc dans ses marges de profit. Et là, vous voyez les investisseurs qui ont peur de ça, et ça se répercute dans le prix de l'action présentement. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui se passe présentement sur les marchés boursiers. Fait à noter, Bitcoin réagit plutôt bien, donc se maintient autour d'une baisse de 1 à 1,8% par rapport au S&P 500 qui a terminé la journée en baisse de 4,75%. Donc, ça va quand même bien. Le dollar américain qui, bien sûr, a été affecté grandement par tout ça. Le dollar américain qui se fait frapper parce que essentiellement Donald Trump a mis en place des mesures qui vont freiner les échanges commerciaux et donc la demande pour le dollar risque d'être beaucoup
plus basse. Et là, ben, vous avez cette réaction sur le dollar américain. Et là, j'essaie de vous le montrer, mais je ne le trouve pas. Le voilà. Donc, dollar américain aujourd'hui, la chute est assez impressionnante. Donc, on retourne à notre programme. S&P 500 qui dépasse maintenant la zone de correction. Donc, on est clairement en zone de correction. On est pratiquement en baisse de 12% depuis le récent sommet. Et j'ai terminé ma vidéo d'hier en vous disant que si la baisse aujourd'hui était de plus de 3% sur les marchés boursiers, clairement, c'était un signe que la direction qu'allaient entreprendre les marchés boursiers, c'est vers le bear market. Alors, on s'en va vers ça. Vous l'avez ici, la ligne en rouge à 488 points sur le SPY. Donc, on s'enligne vers ça, à mon humble avis, si la dynamique tarifaire ne change pas. Parce que présentement, on est dans une logique idéologique du côté de la Maison-Blanche. Les mesures tarifaires ne sont pas mises en place dans une optique de négociation, mais beaucoup plus dans une optique idéologique qui vise à générer des revenus pour le gouvernement fédéral américain et permettre le rapatriement des emplois qui ont été perdus à travers le processus de mondialisation qui a lieu au cours des 50 dernières années. Donc, tant qu'on reste dans cette vision ou dans cette perspective idéologique, les marchés boursiers vont continuer de chuter. Le rebond va se faire si on entre dans une logique plutôt transactionnelle, donc de négociation. Les marchés boursiers restent tout de même assez dispendieux. Bien sûr, c'est les données d'hier, donc je ne sais pas si je le rafraîchis. On a les données d'aujourd'hui. Bon, pas encore, mais on est à un ratio court-bénéfice de 28. Peut-être que ça va être ajusté là, demain sur ce graphique-là autour de 27, 26, 27, peu importe. Donc, les marchés sont encore assez dispendieux. Donc, la chute pourrait continuer finalement. Il y a de la marge. Là. Donc, on est loin là, vraiment des ventes de feu, puis que les marchés sont à des niveaux super, super intéressants. Maintenant, je veux juste revenir sur la logique tarifaire. Donc, pour vous démontrer un peu toute la stupidité derrière ça. Pour créer de la richesse, il faut commercer et avoir un bassin de consommateurs potentiels le plus grand possible. C'est bon pour ceux qui exportent aux États-Unis, puis c'est bon pour ceux qui exportent d'Europe ou du Canada. Donc, c'est ça la logique finalement du libre-échange. Donc, tout le monde est gagnant dans le libre-échange. Oui, il y a des perdants, mais au bout de la ligne, il y a plus de gagnants que de perdants. Et là, comment en sont-ils arrivés à déterminer que le tarif de réciprocité là, de la Chine allait être, par exemple, de 34%? Hier, j'aurais aimé ça vous l'expliquer, mais je l'ai réalisé. En fait, j'ai lu la logique ou la méthode mathématique qui se cachait derrière ça seulement après avoir fini mon enregistrement. Bref. Donc, je vous l'explique ici. Alors là, ça a l'air très compliqué. Là. Ça, c'est sur le site... Le site de l'administration américaine, peu importe, administration du commerce, là, si je ne me rappelle pas, là. Donc United States Trade Representative. Donc ça a l'air une logique mathématique assez bien établie, complexe, donc ça a été réfléchi, puis d'ailleurs Howard Lutnick nous disait ce matin du côté de Bloomberg qu'il y avait un comité, un comité des relations commerciales qui avait été établi pour se pencher là-dessus, pour établir une méthode scientifique qui faisait du sens, mais la réalité elle est tout autre. C'est un mec sur X qui a décrypté finalement la vraie logique mathématique là, de tout ça avant que ce soit publié sur le site du représentant au commerce. Et la presse a fait un bon résumé. Là, donc, c'est vraiment bête. Essentiellement, les États-Unis ont pris le déficit commercial de leurs partenaires qu'ils ont avec leurs partenaires commerciaux. Par exemple, dans le cas ici, c'est la Chine. Donc, déficit commercial de 291 milliards, divisé par les importations totales de la Chine aux États-Unis. 433 milliards, ça donne 67%. Et ils ont divisé ce nombre-là par 2, donc 34%. Donc, c'est totalement absurde. Il n'y a pas de... Tu sais, hier, dans ma vidéo, j'ai dit, ils ont établi le tarif de réciprocité en fonction, oui, des tarifs monétaires qui sont imposés par les pays, les partenaires commerciaux, mais aussi par les tarifs non monétaires, donc les règles et règlements qui impactent les exportations américaines. Mais finalement, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment une logique mathématique totalement bête celle que je viens de vous présenter. Là. Donc, on prend le déficit commercial divisé par le total des exportations vers les États-Unis, puis on divise le résultat par 2, ça donne 34%. Puis c'est exactement ce que vous avez du côté de la Chine. Donc,
Et encore une fois, pour renchérir sur un peu la stupidité de toute cette affaire de tarifs, là, si vous regardez là, les fameuses cartes, les fameux panneaux qui ont été présentés par Donald Trump hier lors de sa conférence de presse, vous voyez ici Heard and McDonald Islands. Donc ça c'est deux îles qui sont situées dans le sud du Pacifique, tout près de l'Antarctique. Il n'y a personne qui habite là, mais les États-Unis leur imposent des tarifs de 10%. Puis là, dans mon tweet, je disais justement, j'ai mis une coupure de presse, donc droit de douane de 10% pour les manchots de l'Antarctique. Il n'y a rien qui est exporté à partir de là. Quelle est la logique de tout ça? Est-ce que les États-Unis se sont dit, ça appartient à l'Australie, puis là, l'Australie se voit imposer un tarif de 10%. Est-ce qu'ils ne pourraient pas aller construire un port puis dire que finalement, leur marchandise est exportée de ces îles-là, puis ils pourraient éviter le tarif de cette façon-là? J'en ai aucune idée. Mais ça démontre tout le sérieux là, derrière la politique tarifaire de Donald Trump. Hier, dans ma vidéo, j'ai fait une petite erreur. Je vous ai dit que le Canada était touché de tarifs de 20%, c'est 25%, mais ça change tellement. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. D'un jour à l'autre, je veux dire, on perd le fil. Il y a tellement d'annonces qui sont faites que finalement, ça devient difficile de suivre tout ça. La presse a fait quand même un excellent résumé pour ce qui est du Canada. Et là, comme je le mentionnais hier, les États-Unis ont imposé des tarifs de 25% sur toutes les importations de véhicules étrangers. Et là, aujourd'hui, le Canada réplique. Encore une fois, Mark Carney, notre premier ministre non élu, qui essaie de se faire élire et qui semble pour l'instant être en bonne voie de le réussir, on verra, impose des tarifs de 25% sur les voitures américaines. Évidemment, la victime de cela, c'est qui? C'est nous, c'est pas les États-Unis, c'est nous qui allons devoir payer plus cher nos voitures américaines. Mais quand on parle de voitures américaines, n'ayez pas en tête seulement les Ford, les GM, les Dodge, peu importe. Là. Ayez en tête aussi les Toyota, les BMW, les Mercedes, parce que ces voitures-là sont produites aux États-Unis. Donc, une bonne partie des voitures qu'on a sur notre marché viennent des États-Unis. Donc, pour les marques étrangères aussi. Alors là, nos voitures vont coûter plus cher. C'est nous la victime de ça. Ça fait rien aux États-Unis, honnêtement. Vous connaissez vous connaissez un peu ma ligne de pensée à l'égard des tarifs. C'est complètement stupide. Je vous l'ai expliqué il y a 2-3 minutes. Là. Si on veut s'enrichir, il faut commercer avec le plus de gens possible. Mais les contre-tarifs, c'est encore plus stupide. Parce que c'est nous qui sommes les victimes de ça. Donc, on taxe nos propres citoyens, comme si c'était quelque chose d'intelligent. Et je vous l'ai répété à plusieurs reprises, la personne la plus intelligente présentement qui est à la tête d'un pays, c'est Claudia Sheinbaum du Mexique. Et ça, je le dis depuis 2 mois. Même quand Justin Trudeau était toujours au pouvoir, je vous le disais que Justin Trudeau surfait un peu sur les gains de Claudia Sheinbaum. Et encore une fois, Claudia Sheinbaum qui garde la tête froide, qui dit « Garde Trump, hier, tu ne nous as pas imposé de tarifs supplémentaires. Nous, on ne va pas répliquer. » mais va pas plus loin parce qu'on pourrait finalement, il y a des menaces, mais il n'y a pas d'actions concrètes qui sont prises. On pourrait tarifer ton maïs et ton acier. Bref, à mon avis, Claudia Sheinbaum a vraiment une réponse intelligente, sensée, posée. Elle garde la tête froide dans cet environnement tumultueux. Elle devrait être première ministre du Canada, honnêtement. Voilà. Et hier, je vous ai présenté ce graphique-là. C'est le même graphique qui a été mis à jour aujourd'hui par Jim Bianco. Simplement pour vous exposer ce changement de paradigme du côté de l'économie mondiale. Regardez aux États-Unis, donc c'est les tarifs moyens qui sont imposés sur les partenaires commerciaux. Boum, 22% aujourd'hui. On retourne 100 ans en arrière. La dernière fois qu'on a vu des tarifs aussi élevés, c'était autour des années 10, 1910, 1912, 1913. Donc 1909, on était à 23%. Présentement, en 2025, on est à 22%. Et encore une fois, je vais mettre l'emphase sur on est dans une dynamique idéologique du côté de la Maison-Blanche. On pense qu'on va être en mesure de générer des revenus avec l'imposition de tarifs sur les partenaires commerciaux. Trump se sent comme une espèce de McKinley, William McKinley réincarné. Malheureusement, ça va foirer son truc, là, parce qu'il ne comprend pas la façon dont le commerce mondial est structuré autour du dollar américain, qui est la monnaie de réserve mondiale. Et là, Donald Trump n'arrête pas de dire « Ah, mais les Américains se font avoir, les Américains se font avoir. » Mais je me demande vraiment qui se fait avoir entre le Vietnamien qui construit ou qui produit des chaussures pour Nike au Vietnam à 2 piastres de l'heure et qui se fait échanger des bouts de papier contre des souliers,
ou l'Américain qui finalement a ses bouts de papier puis qui peut acheter des souliers pas trop chers. C'est sûr qu'il y a des perdants, on l'a vu dans certains secteurs industriels, mais cette logique idéologique, ça nuit aux États-Unis. Les États-Unis sont puissants, mais essentiellement, présentement, sont contre à peu près la planète entière. Donc oui, contre le Canada seul, contre le Mexique seul, contre la Chine seul, les États-Unis vont toujours gagner. Mais quand vous avez justement cette espèce de masse de pays qui pourraient se coaliser contre les États-Unis, il n'y a aucune chance que les États-Unis peuvent gagner cette guerre commerciale. Et j'espère que Trump va s'en rendre compte de ça, puis qu'on va finir par tomber dans une logique de négociation, une logique transactionnelle. Donc peut-être que c'est ça qu'il y a dans le fond de sa tête, là. Donc on y va fort, puis on va essayer ensuite de négocier des échanges de libre-échange. Mais on va beaucoup trop loin. Tu sais, je veux dire, entre le Canada et les États-Unis, 98% des échanges étaient sous le sceau du libre-échange. Je veux dire, on frappe beaucoup trop fort pour pouvoir régler le 2% qui restait à la marge, là. Bref, c'est mon opinion, mais on va voir comment tout ça va évoluer. Puis, Donald Trump pense justement générer des revenus avec les tarifs pour payer pour les dépenses du gouvernement fédéral, mais on est dans une toute autre dynamique. Regardez, là, avant les années 30, en 1929, les dépenses du gouvernement fédéral représentaient 3% du PIB américain. Aujourd'hui, on est à 23%. Donc, il n'y a aucune chance là, qu'ils puissent générer des revenus assez significatifs pour payer pour les dépenses du gouvernement américain. Tu sais, regardez, toutes ces choses-là, ça n'existait pas là, dans les années 30, là, même les années 10, 15, 20, bref, au début du 20e siècle. Social Security, Medicare, National Defense, il n'y avait absolument rien. Les États-Unis n'étaient même pas entrés encore en Première Guerre mondiale. La santé, le paiement d'intérêt, la dette était pratiquement nulle. Income Security, etc. Donc, on est dans l'utopie, là, présentement. On est dans l'utopie. Et puis, si ça dure trop longtemps, là, premièrement, on va entrer en récession. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Si on s'en va en bear market du côté des marchés boursiers, c'est parce que les marchés pensent qu'on va entrer en récession. Deuxièmement, le dollar américain va perdre son statut de réserve. Et ça va être un élément majeur pour les États-Unis. Je l'ai dit hier, mais je vais vous préparer une vidéo là-dessus. Alors là, Donald Trump, qui lui est tout fringant, tout heureux de ce qui se passe aujourd'hui. L'opération est terminée, le patient a survécu et il guérit. Le prognostic, c'est que le patient va être beaucoup plus fort, plus gros, meilleur, plus résilient que jamais auparavant. Make America Great Again. Donc, on est vraiment dans la désillusion là, du côté de Donald Trump. Évidemment, autour de lui, c'est entouré d'une gang qui dit « Oui, oui, monsieur ». Maintenant, j'espère qu'ils vont se rebrancher sur la réalité. Là. Donc, c'est correct de vouloir rééquilibrer le terrain de jeu. C'est correct de vouloir demander aux partenaires commerciaux de faire du vrai libre-échange. Mais la méthode avec laquelle il le fait, c'est assez intense. Peut-être que ça va marcher, mais il va falloir qu'ils sortent de cette logique idéologique puis qu'ils entrent dans une logique transactionnelle et qu'ils se mettent à négocier assez rapidement parce que le plus longtemps que ces tarifs-là restent en place, la plus grosse la récession va être et la plus importante, elle va être aussi. Donc, fait à noter. On voit déjà du côté de PMI Services qu'on est à 50,8, donc on est toujours en croissance, mais on est à la frontière de la décroissance. Et présentement, les marchés anticipent de se faire sauver le cul par la Réserve fédérale américaine. Donc, pardonnez-moi mon langage, mais c'est un peu ça que ça veut dire. Regardez présentement, alors qu'on prévoyait seulement une baisse de taux d'intérêt du côté de la Fed. Alors là, on est rendu à escompter pratiquement 100-150 points de base du côté de la Réserve fédérale américaine qui devrait réagir justement à cette guerre tarifaire qui a été lancée hier par Donald Trump avec à peu près tout le monde sur la planète. Bref, c'était simplement pour vous résumer ce qui est en train de se passer sur les marchés boursiers. Oui, on a des chutes importantes, donc faites attention dans votre gestion de liquidité parce que ça pourrait continuer finalement. Donc voilà. Donc laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans la zone de commentaires. Ça fait un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.